Alors pour commencer sur la PMA, donc qu'en pensez-vous? Le projet de loi avec tout ce qui se passe en ce moment, la crise sanitaire, bientôt la crise économique qui va aussi influer. Est-ce qu'on ne perd rien pour attendre? Est-ce que les groupes d'influence sont derrière et poussent? Comment vous sentez la situation aujourd'hui? Alors, je rappelle à nos auditeurs que ce projet de loi de bioéthique, il a déjà été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale en octobre dernier et par le Sénat en février. Et en effet, il devait revenir au printemps à l'Assemblée et pour cause de confinement, tous les travaux parlementaires ont été suspendus. Je rappelle aussi que dans ce projet de loi, la mesure phare, c'est la PMA. La PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Autrement dit, la légalisation de la conception d'enfants interdits par la loi d'avoir leur père. Voilà, ça c'est la mesure phare, mais il y a aussi la question des embryons chimères et d'autres dont on a parlé il y a quelques mois. Alors tout ça est entre guillemets enterré pour l'instant, mais jusqu'à quand? Eh bien, tout est possible. Je pense qu'en politique, on l'a déjà vu, tout est possible. Il y a des projets de loi qui ont été abandonnés en cours d'exercice, parce que tout à coup, ils étaient devenus des non-priorités. Je pense par exemple à la loi sur l'autorité parentale et l'intérêt de l'enfant en 2014, qui a déchaîné beaucoup de passion dans les milieux politiques. Elle a été adoptée en première lecture et elle a disparu des radars. Bon, il pourrait très bien arriver la même chose avec la loi de bioéthique, parce que très franchement, les Français ont vraiment d'autres préoccupations aujourd'hui que de fabriquer des enfants privés de père. On attend de nos politiques qui prennent en main la situation du pays, plutôt que de s'occuper de ces questions-là. Donc, il serait tout à fait raisonnable que ce projet soit reporté, mais rien n'est gagné. Non, mais c'est pas du tout certain parce que les promoteurs de ce projet sont déjà remontés au créneau pour le réclamer. Bon, très franchement, ils n'ont pas rencontré beaucoup d'écho. Quels sont les plus actifs, Aude Mirkovic, dites-moi? Qui est-ce qui, justement, dans cette période de crise, au moment où les écailles tombent à peau des yeux, quels sont les plus durs, finalement? Alors, vous avez les rapporteurs du projet de loi à l'Assemblée nationale qui ont réclamé l'adoption du texte avant l'été. Bon, c'est complètement là, c'est complètement délirant. Vous avez une tribune qui a été rédigée il y a quelques jours par des parlementaires, des associations. Alors, on a vu donc Jean-Louis Touraine, Guillaume Chiche dans les parlementaires les plus motivés. Mais en réalité, il n'y en a pas tant que ça. Leurs revendications ne rencontrent pas beaucoup d'écho. Encore une fois, tout simplement parce que il y a vraiment d'autres urgences et d'autres choses à faire en ce moment. Et c'est tant mieux pour les enfants, parce qu'ensuite, si le texte revient à l'Assemblée, eh bien, on discutera sur le fond de la violation des droits des enfants, de leur mise en danger, de l'injustice que s'apprête à organiser ce projet de loi. Mais enfin, le mieux, le bon sens invite à tout simplement ne pas réouvrir le dossier. Bon, mais s'il revient, il faut se tenir prêt. Parce que rien n'est fait, ni dans un sens ni dans l'autre. Est-ce que les considérations économiques, financières, je dirais, puisque tout cela a un coût phénoménal et on l'abordait pas tellement, etc. Est-ce que là, à cause de cette crise, de la crise financière, est-ce que c'est quelque chose qui va reprendre un petit peu d'importance dans le débat? Est-ce que des écailles vont tomber des yeux de certains à cause de ça? Ce serait bien, parce que la question économique était déjà un sujet avant le coronavirus, puisque je rappelle quand même que la PMA même actuelle, qui est donc pratiquée pour remédier à une infertilité pathologique, dans un couple homme-femme qui ne peut concevoir naturellement, la PMA actuelle est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. On a eu un rapport de la Cour des comptes l'année dernière qui a chiffré le coût pour l'assurance maladie en 2017, ce sont les chiffres les plus récents dont nous disposons, à près de 300 millions d'euros par an. Donc c'est pas rien, c'est pas rien du tout. Or, le projet de loi prévoit d'élargir l'accès à la PMA en faisant sauter ce qu'on appelle ce verrou thérapeutique, donc qui est le fait que la loi exige aujourd'hui des candidats à la PMA qu'ils souffrent d'une infertilité médicalement diagnostiquée. Et là, on voudrait permettre à des personnes qui ne sont pas infertiles de procréer en passant par la PMA. Notamment, il s'agit en premier lieu des femmes célibataires et des couples de femmes, mais aussi de toute personne qui le voudra. C'est-à-dire que si on lève la condition d'infertilité pour certaines, pourquoi la maintenir pour les autres? Donc en réalité, et c'est ce qu'avait voté l'Assemblée nationale en première lecture, là on parle de PMA pour toutes, mais en fait c'est le projet de la PMA pour tous.
y compris les couples hommes-femmes fertiles, donc qui pourraient procréer naturellement, mais qui vont choisir la PMA pour des raisons qui les regardent, et essentiellement pour programmer un enfant qui correspond le plus possible à l'enfant de leur choix. Bon, alors les 300 millions de budget annuel, évidemment, vont exploser. Et je rappelle qu'en première lecture, l'Assemblée nationale avait voté la prise en charge à 100% de ces PMA non thérapeutiques par l'assurance maladie. Donc rappelez-vous qu'on avait déremboursé l'homéopathie il y a peu, parce que l'efficacité thérapeutique de l'homéopathie n'était pas prouvée. Alors est-ce que l'homéopathie est thérapeutique ou pas? J'en sais rien, c'est pas du tout mon rayon. Hein. Moi je suis juriste, je suis pas médecin. Mais je relève le critère. On dérembourse parce que l'efficacité thérapeutique n'est pas prouvée. Mais comment est-ce qu'on peut dans le même temps voter la prise en charge à 100% en plus de PMA qui n'ont aucune efficacité thérapeutique, ni prouvée, ni même alléguée, puisqu'il s'agit de personnes qui ne sont pas infertiles. Vous voyez, c'était déjà très complètement incohérent à la base. Et à la limite, si l'assurance maladie était florissante, on pourrait dire, bon, l'incohérence n'a pas de conséquences trop graves, mais dans un contexte de déficit chronique de l'assurance maladie, on sait très bien que les euros qu'on affecte à la PMA, c'est ça de moins pour la prise en charge des malades, qui sont malades, des vrais malades. Et justement, là, je me dis, il y a quand même des choses qu'on a vues de nos yeux cette fois-ci. Tous ceux qui marchaient dans un doux rêve au sujet de la PMA, de cette prétendue générosité, de cette fausse égalité, mais prétendue égalité, etc. Là, il y a quand même, je me dis, il y a quand même des écailles qui tombent des yeux, non? Est-ce que vous le sentez un peu ou on va continuer à marcher comme ça dans l'idéologie indéfiniment? Alors à chacun d'entre nous de faire en sorte que les écailles tombent justement. Et bien, nous avons tous vécu, nous avons tous touché du doigt quand même l'état de décrépitude du système sanitaire français qui n'est totalement désarmé pour faire face à une épidémie. Et donc on voit bien que l'argent ne tombe pas du ciel et que l'assurance maladie elle a des priorités quand même. Donc là aujourd'hui le contexte en effet est particulièrement favorable pour que les écailles tombent des yeux. Et à chacun d'entre nous, je m'adresse aux auditeurs, c'est à nous d'en parler autour de nous, d'en parler à nos enfants, d'en parler à nos amis, d'en parler à notre député en lui envoyant un petit mail, parce qu'il n'y a pas de mystère. Si on veut que la prise de conscience se fasse au Parlement, il faut qu'elle commence par se faire autour de nous. Ça, c'est en bas de la pyramide que nous pouvons agir pour que ce bon sens parvienne jusqu'au sommet de l'État. Et tout reste toujours possible, même quand on est à l'ultime étape et qu'on a l'impression que tout le travail a été fait et que c'est cuit, ça n'est jamais cuit finalement. Non, mais bien sûr que non, tout n'a pas été fait. Et d'ailleurs, le texte n'est pas adopté. Il a été sérieusement entamé par le Sénat, qui a notamment supprimé la prise en charge à 100%, qui a supprimé la possibilité de fabriquer des embryons chimériques. Donc des embryons humains dans lesquels on pourrait intégrer jusqu'à 50% de cellules animales. Enfin, vous voyez le genre de bricolage que nous avait préparé l'Assemblée nationale. Donc il y a déjà une petite prise de conscience qui s'était faite au moment du débat au Sénat, mais l'inacceptable demeure encore, à savoir la fabrication d'enfants que la loi interdirait d'avoir leur père, la PMA sans père, la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, la PMA généralisée pour tout le monde avec le marché de l'humain qui est derrière. Donc c'est pourquoi il faut aller plus loin et porter le coup de grâce à ce projet de loi qui est un tissu d'injustice. Et on a vu par le passé des exemples de retournement de situation totalement imprévus. Donc, regardez déjà au début du quinquennat Macron, tout le monde se passionnait pour la réforme constitutionnelle. L'affaire Benalla est arrivée et hop, la réforme constitutionnelle est tombée aux oubliettes. Il n'y a même pas eu de déclaration pour dire on met de côté cette réforme, elle est juste tombée aux oubliettes. Et on n'en a plus jamais entendu parler. Et très franchement, il y a elle n'apparaît pas du tout à l'ordre du jour. Oui, donc en politique, tout est possible, surtout qu'en plus, c'est pas que de la politique. Il y a le bon sens et la justice qui plaident pour l'abandon de ce projet de loi. Donc il y a des vrais arguments pour c'est pas juste une question de calendrier parlementaire qui est surchargé. En plus de ça, le Parlement français a d'autres choses à faire. Mais il est toujours temps de prendre conscience de l'injustice, parce que bien sûr que ce projet est promu par beaucoup de gens qui sont de bonne volonté. C'est-à-dire que si on veut permettre au maximum de personnes d'avoir des enfants, tout le monde est pour, dans un premier temps. Mais à quel prix ?
À partir du moment où on se rend compte que la satisfaction de certains désirs, en fait, passe par la méconnaissance des droits d'autrui et concrètement par le fait d'interdire à certains enfants d'avoir leur père, eh bien là, on se dit, bah non, en fait, c'était peut-être une bonne l'intuition était généreuse, mais la réalité n'est pas du tout généreuse. La réalité est injuste. Parce que là, faut vraiment bien comprendre que si une femme fait le choix d'avoir un enfant qui n'a pas de papa, eh bien, c'est une décision qui la regarde, qui relève en quelque sorte de sa vie privée, et elle expliquera le moment venu à son enfant pourquoi il n'a pas de papa, et on leur souhaite à tous les deux que tout se passe très bien. Ça, ce n'est pas du tout le sujet. Les enfants qui n'ont pas de père, que ce soit en raison de l'irresponsabilité des pères à une époque, ou maintenant de la volonté des femmes aujourd'hui, ce sont des faits, et que la société accueille, et à la limite sur laquelle qu'on n'a pas à juger, et on n'a presque pas à s'interroger. Mais en revanche, nous ne parlons pas du tout de ça, là. Nous parlons de la loi. Ce qui est demandé, c'est que la loi dise à cet enfant, toi, tu n'as pas de père, et la loi t'interdit l'action en recherche de paternité. La case paternelle dans ton état civil, elle est rayée, elle est effacée. Comme l'avait relevé le comité d'éthique, alors même que pourtant il finissait par donner un avis favorable contre toute logique, l'enfant ne serait pas né de père inconnu. L'enfant serait né d'une technique qui efface le père. Vous voyez, qui le raye des radars et de la carte. Et c'est là que commence l'injustice. Et cette fois-ci, on n'est plus du tout dans la vie privée des gens, parce que dès lors que la loi française est sollicitée, eh bien, en tant que citoyens, nous sommes tous concernés, parce que la loi, c'est l'affaire de tous. Et exactement, nous sommes responsables. Nous avons tous la responsabilité de faire ce qui est en notre pouvoir pour que la loi ne soit pas injuste, ou en tout cas soit le plus juste possible. Donc on y croit encore et nous restons tous en ordre de bataille derrière notamment Juristes pour l'enfance qui n'a pas cessé de défendre les droits des enfants comme vous venez de le faire et notre responsabilité à tous. Oui, mais vous savez, on n'est pas les seuls, heureusement, il y a des voix très variées. Moi, je recommande à nos auditeurs, si vous voulez, aller regarder les vidéos du professeur Jacques Testard, qui sait de quoi il parle, puisque c'est lui qui a fait les premières fécondations in vitro en France. Il explique très bien comment tout ça, c'est une affaire de business et de marché. C'est-à-dire que le marché de la PMA est extrêmement florissant, ça rapporte des milliards partout dans le monde, sauf qu'en France, ça rapporte déjà quand même pas mal, parce que les patients sont prêts à tout supporter pour avoir un enfant, à se prêter à tous les traitements, à tous les examens même les plus contraignants, et d'autant plus facilement que c'est pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Donc il le dit bien qu'aujourd'hui en France, il y a déjà un sur-recours à la PMA, qui est une forme de marché, mais enfin le marché est quand même largement contenu parce qu'il y a cet objectif thérapeutique. La PMA est réservée au cas d'infertilité pathologique. Donc tous ceux qui veulent rapatrier en France les profits des cliniques belges, espagnoles, ukrainiennes, puisqu'on va en parler, eh bien, ils sont derrière ce projet de loi. Et donc tout ça, heureusement, il y a beaucoup de voix qui s'expriment et tous, peut-être en appuyant sur tel ou tel point. Alors pour nous, c'est les droits de l'enfant, pour d'autres, ce sera la dignité des femmes. Mais en fait, on a tous, finalement, tous ces sujets nous concernent tous, et à chacun de contribuer à cet effort.